qu'est-ce que RTE? Nous sommes l'opérateur chargé d'exploiter, mais aussi de construire, d'entretenir, de développer du réseau de transport. Il y a plusieurs options qui sont retenues en Europe, et nous avons la caractéristique d'être un opérateur plein. C'est-à-dire que nous sommes à la fois propriétaires du réseau, dans un régime qui n'est pas vraiment un régime de concession, mais qui revient un peu. Historiquement, c'était une concession de l'État, du réseau d'alimentation générale. Bon, ça nous a été transféré, mais on a un cahier des charges avec une échéance. Alors elle est lointaine, elle doit être de 42 ans vu d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, comme un monopole naturel, des dispositions à respecter sur les conditions dans lesquelles on assure ce service. Alors, nous construisons des lignes entre 63 000 et 400 000 volts. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition ni électrotechnique, ni juridique disant le transport commence ou s'arrête à tel niveau de tension. Et c'est-à-dire dans d'autres pays européens, si je puis dire, la frontière entre transport et distribution est différente. Et pour moi d'ailleurs, la bonne frontière entre transport et distribution, elle est plus liée à une caractéristique intrinsèque du réseau de transport qui est son maillage. C'est-à-dire que le réseau de transport, il est construit de telle sorte que l'électricité puisse être acheminée entre deux points par plusieurs chemins, alors que nos collègues de la distribution, ils ont une partie maillée, mais ils ont une partie qui est du chevelu, qui apporte l'électricité jusqu'à vous et moi, et qui est une ramification, mais pas nécessairement, sauf pour quelques installations comme les hôpitaux, qui n'est pas nécessairement redondante. Et puis, grosse différence aussi, juridique, la distribution, elle se fait dans un régime de concession octroyé par les communes ou des groupements de communes, ce qui, d'ailleurs, vous le savez, peut amener à des relations complexes entre, justement, l'autorité concédante et le concédant. Alors, en termes physiques, c'est 100 000 km de lignes, ce qui est relativement important, ça veut dire en gros 1 millier de kilomètres par département. Le quart de ce réseau est le réseau 400, donc qui est le plus voyant, les grands pylônes qu'on voit au travers de la campagne. Un autre quart, c'est le réseau à 225, et la moitié, c'est 63-90. Bon, on est aussi visible dans le paysage par nos postes de transformation, et puis nous construisons et exploitons au total 46 interconnexions avec tous les pays voisins, y compris la Grande-Bretagne, dont nous sommes séparés par un bras de mer. Alors nos missions, elles vont depuis donc l'outil, c'est-à-dire le réseau que nous sommes chargés d'exploiter, d'entretenir et de développer. Bon, et c'est le premier réseau par la taille de l'Union européenne. Et puis nous exploitons ce qu'on appelait d'ailleurs dans l'ancien jargon électrique les mouvements d'énergie. Bon, ce qui est d'ailleurs assez parlant, c'est-à-dire qu'il y a des flux, il faut les organiser, les exploiter, et ça c'est une responsabilité évidemment importante parce que c'est à ce niveau-là que se situent les questions notamment de l'offre et de la demande instantanée. Vous savez, c'est un poncif, on rappelle, l'électricité ne se stocke pas, bon, ça c'est une vérité, ce qui veut bien dire qu'il faut à chaque instant qu'il y ait autant d'électricité produite que consommée, et ça c'est notre responsabilité, bien sûr, au-delà de celle des acteurs effectifs. Nous ne sommes pas producteurs nous-mêmes, on est consommateurs pour certaines de nos installations, mais nous sommes chargés de veiller justement au respect de cette règle et à compenser en temps réel si jamais il y a un déficit ou un excédent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le mécanisme d'ajustement. En plus, d'ailleurs, le législateur nous a chargés d'acheter les pertes. Bon, c'est une loi physique, la loi d'Ohm, on transporte de l'électricité, il y a des pertes pour le transport, comme d'ailleurs pour la distribution. Et donc, on aurait pu imaginer que si vous consommez 100, en fait, il faut produire quelque part, en France ou d'ailleurs en Europe, environ 107, parce qu'il y a 5 qui est perdu sur le réseau de distribution, qui est à basse tension, donc les pertes sont inversement proportionnelles au carré de la tension, et il y a 2 qui est perdu par le réseau de transport. Donc on pourrait très bien dire, monsieur X, madame Y, vous consommez 100, mais en fait, il faut produire 107, donc on va vous facturer 107. Ce n'est pas le choix qui a été retenu par le législateur français. Il a dit, vous allez payer 100,
bon, au fournisseur de votre choix, mais c'est le réseau de transport, respectivement le réseau de distribution, qui va acheter les 2 plus 5, les 7 qui manquent, et ça va faire partie des coûts du transport ou de la distribution. Et donc nous sommes derrière ERDF le deuxième acheteur d'électricité en France pour compenser ces pertes. Et ça représente à peu près 20% de nos charges et donc des charges du transport. Enfin, le dernier volet, il est important aussi, c'est nous qui sommes chargés de définir et d'appliquer ensuite, sous le contrôle de l'autorité de régulation, les conditions techniques et commerciales d'accès au réseau. Bon, commercial, ce sont les péages. Alors, comme nous sommes un monopole, ce n'est pas à nous de fixer les péages, c'est le régulateur qui nous interroge et qui définit les conditions du tarif. Alors c'est souvent d'ailleurs par round tarifaire, c'est-à-dire qu'avec notre manie des sigles en France, ça s'appelle le TURP. Il n'y a pas d'analogie perverse de turpitude particulière, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, TURPE. Et on est aujourd'hui dans TURPE 3, parce qu'il y a plusieurs phases. On est en train de discuter TURPE 4, qui sera mis en application à compter de l'été 2013 et qui devrait couvrir une période de 4 ans. C'est le régulateur qui fixe ça. Alors, la législation d'ailleurs évolué et confie de plus en plus de pouvoir au régulateur. Dans la pratique, le régulateur analyse, propose, mais c'est le gouvernement qui prend un arrêté. Et le gouvernement a un pouvoir limité, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir contraint par le régulateur. Il peut ne pas être d'accord, il ne peut pas fixer arbitrairement le tarif. Il doit redemander au régulateur de redélibérer sur le sujet. Ce qui s'est d'ailleurs produit pour certains éléments de TURPE 3. Et on passe aussi des contrats avec les clients qui définissent les conditions techniques qu'eux-mêmes aussi doivent satisfaire sur la puissance réactive, sur des choses de ce genre. Et alors, le tout, il y a des contrats cadres qu'on soumet au régulateur, qui les approuve. Alors, il peut y avoir des conflits, des litiges. Dans des discussions précédentes, c'était également le régulateur qui les traitait. Maintenant, c'est un organisme qui s'appelle le CORDIS, Comité sur le règlement des différends, qui utilise les mêmes services que le régulateur, mais qui a un collège différent, présidé par un magistrat sur ce genre de questions. Bon, quelques chiffres clés, 8500 personnes, donc les 100 000 km de ligne, un chiffre d'affaires de 4 milliards, sachant effectivement que 90% de nos ressources vient de la stricte application du péage. On n'a aucune latitude, et c'est très bien, pour consentir, je dirais, des rabais, que vous appeliez Saint-Gobain ou Madame Michu, on applique le barème et on n'a pas le droit de consentir des conditions particulières. Le barème, bien sûr, tient compte des caractéristiques de puissance, etc. Mais on doit l'appliquer sans, encore une fois, avoir de faculté de négociation commerciale, et ça me paraît logique et normal. Alors, je vous ai dit 90%, le reste, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a la tarification en France, c'est une tarification dite timbre-poste, c'est-à-dire on ne tient pas compte de la distance, parce que comme le réseau est maillé, bien malin celui qui peut dire d'où viennent nécessairement les électrons qui sont consommés à un endroit. Donc c'est une tarification au soutirage, c'est-à-dire que quand il y a un point de livraison, soit par un gros consommateur, soit par un poste de transformation pour la distribution, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui soutire de l'énergie, et c'est à cette occasion-là qui paye l'énergie. Donc l'analogie avec le timbre-poste est limitée, parce que ça voudrait dire que c'est le destinataire qui paye le timbre-poste, ce qui était d'ailleurs le cas, je crois, historiquement au XIXe siècle. Bon. Alors il y a quand même un petit timbre d'injection, c'est-à-dire que si vous êtes producteur, vous devez aussi payer pour l'injection de l'énergie, mais ça représente environ 80 millions d'euros de nos recettes, c'est-à-dire 2%. Et c'est à peu près d'ailleurs la même règle, la plupart des pays européens ont plutôt un système à l'injection. Mais encore une fois, c'est indépendant de la distance. Alors ça fait 2%, j'ai dit 90 plus 2, ça fait que 92. D'où viennent les 8% restants? Eh bien, ils viennent de l'exploitation des interconnexions. Les interconnexions avec les réseaux voisins sont exploitées, puisque c'est des capacités limitées, selon un régime d'enchères. C'est-à-dire qu'il y a des capacités, et donc ceux qui veulent utiliser cette capacité dans un sens ou dans l'autre
font des enchères. Alors le système est quand même vertueux, parce que vous dire les enchères, oui, parce que aucun opérateur n'est prêt à payer pour la traversée de la frontière plus que l'écart de prix qui peut exister à un moment donné entre le prix en France et en Allemagne. Supposons qu'en France et l'Italie, que le prix en Italie soit à 60 € le mégawattheure, là où il y a un producteur en France qui est capable de produire à 50, il va avoir envie de vendre en Italie à 60, mais il n'acceptera de payer pour le transit que quelque chose qui soit inférieur ou égal à 10, sinon il perd de l'argent. Donc ce système d'enchères, qui est effectivement le système réclamé par la Commission européenne, est un système qui, comme disent les économistes, est capé, c'est-à-dire qu'il est plafonné, il ne peut pas y avoir de dépassement. Mais on a des recettes, et ensuite ces recettes sont partagées de manière strictement égale entre le réseau d'émission et le réseau de réception. C'est-à-dire que s'il y a une exportation, on partage les recettes d'enchères, s'il y a une importation, on partage aussi les recettes d'enchères. Et ces recettes, alors, peuvent varier beaucoup, parce que ça dépend de la propension à importer ou exporter, ça dépend de l'état du marché, ça dépend de la disponibilité des moyens de production. Ça nous rapporte, ça peut varier entre 350 millions d'euros et 200 millions. Donc c'est un facteur de volatilité qui est pris en compte par le régulateur, au sens où dans la fixation des tarifs, ils font une hypothèse. Bon, en général, ils sont souvent optimistes. Enfin, ils font une hypothèse. Par exemple, ils taxent sur 300 millions de recettes. Et puis, si on constate qu'on n'a que 200 millions, il y a un compte de régularisation des charges et produits, le CRCP, qui est crédité ou débité de l'écart. C'est-à-dire que si on a 200 millions de recettes, on a en quelque sorte un droit sur l'exercice suivant à 100 millions de recettes supplémentaires. Si d'aventure on a 350 millions de recettes, c'est-à-dire plus qu'il est prévu, on doit régurgiter et rendre l'année suivante de telle sorte soit lissée. Même chose d'ailleurs sur l'évolution des ventes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas intéressés au volume des ventes, on n'est pas vendeur, et le régulateur a souhaité qu'on soit d'autant plus désintéressé que justement nos recettes soient calées sur une hypothèse stable de progression de 1% par an. Donc même chose. Si la conjoncture est défavorable, ce qui a été le cas en 2011, nos recettes n'ont pas progressé de 1%, elles ont même légèrement régressé parce que les ventes d'électricité ont diminué en volume. Donc, dans nos comptes de l'année 2011, c'est constaté tel quel, mais ce fameux compte de régularisation, il est crédité de l'écart entre nos recettes théoriques, si les ventes avaient progressé de 1%, et les recettes réelles. Si inversement, dans une hypothèse de reprise, de progression de l'activité, nos recettes progressaient plus vite que 1%, c'est la même chose. Dans l'exercice considéré, on constaterait qu'on a effectivement 2% de recettes, mais on devrait le rendre sur l'exercice suivant. Donc c'est un système complexe, mais qui a une logique et qui est fait pour qu'on apparaisse et qu'on soit un opérateur neutre. Donc de ce fait, nos résultats sont positifs, ce qui est d'autant plus nécessaire que nous avons un programme lourd d'investissement à soutenir, puisqu'on est à 1,2 milliard, ce qui est en euros courants un doublement par rapport à ce qu'on investissait il y a 5 ans. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement il y a cette accélération ? D'une part, pardon de la banalité, notre réseau il prend 1 an de plus chaque année. Deuxièmement, il y a un certain nombre de grands projets qui voient le jour et qu'on est obligé de réaliser avec des technologies plus coûteuses que ce que serait l'optimum. Enfin, je pense à France-Espagne, où pendant 25 ans, on a cherché un tracé au centre, à l'ouest, à l'est des Pyrénées, un tracé aérien. Et on n'a pas trouvé, on n'a pas eu le soutien politique ou la convergence politique des deux côtés de la frontière pour toper sur un tracé. Puis finalement, on a eu une intervention d'un coordonnateur qui d'ailleurs a eu sa carrière se poursuivre, qui était un coordonnateur italien, M. Mario Monti, qui était ancien commissaire, donc un homme expérimenté pour trouver des compromis ou résoudre des situations difficiles, qui, avec la bénévolence, il faut quand même bien le dire, mais il faut lui laisser aussi les mérites du compromis que nous avions eu avec nos collègues espagnols de Red Eléctrica. Bon, nous on a fait le constat que il n'y avait plus de tracé aérien possible, ou bien on faisait une liaison souterraine ou on ne faisait rien. Donc on a considéré qu'il fallait faire une liaison aérienne, M. Mario Monti nous a soutenus, il a
convaincu le président du Conseil italien et le président de la République française qu'il fallait converger là-dessus. Ça, c'est fait. Donc, c'est dans les tuyaux. Comme ça coïncidait avec le plan de relance aussi européen de M. Barroso, on a eu une subvention européenne, mais néanmoins, le projet va coûter, France plus Espagne, 700 millions d'euros pour 70 km de liaison, dont on pourra déduire, encore que c'est bien quand même quelqu'un qui paye, c'est le contribuable européen, 225 millions de subventions européennes, là où une liaison aérienne, même assez sophistiquée, en aurait coûté 80. Donc on a un coefficient 9 ou 10, parce qu'il faut faire un tunnel sous le Fréjus, enfin, solution très coûteuse, parce que la mise en souterrain d'ouvrages à très haute tension, 400 000 volts, enfin, coûte cher, c'est pas linéaire. En basse tension, maintenant, nos collègues de la distribution arrivent pratiquement à poser des câbles souterrains presque au même prix qu'une ligne aérienne, parce que c'est industrialisé, etc. En moyenne et haute tension, c'est-à-dire 63 et 90, on a des surcoûts qui peuvent encore s'exprimer en pourcentage, 30 à 50%. Et souvent d'ailleurs, nous, on prend directement la décision de faire en souterrain parce qu'on considère que le gain qu'on a en termes de délai respecté, de sérénité avec le voisinage, ça peut valoir jusqu'à 30 ou 50% du coût. Bon, au-delà, c'est-à-dire le 225 et le 400, on sort des limites d'une épure économique classique. 225, alors soit on en fait quand on ne peut pas faire autrement. Bon, à Paris, vous avez des canalisations en 225, depuis d'ailleurs 50 ans. Bon, faire du 225 en race campagne ou du 400 en race campagne, c'est véritablement quand on ne peut pas faire autre chose. Et parce que ça représente un coût, un surcoût considérable. Bon, donc, c'est un des facteurs, par contre, j'ai un peu dévoilé le sujet parce que c'est un des facteurs qui explique la dérive à la hausse de nos investissements. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du volume en plus et il y a un coût unitaire plus élevé compte tenu de ces contraintes environnementales. Bon, alors l'enjeu institutionnel, oui. Bon, je résume rapidement, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, jusque dans les années 90, on avait un schéma qui d'ailleurs était assez largement partagé en Europe, avec des variables qui était un opérateur intégré, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire disposant à la fois des responsabilités de production. Alors, il y a toujours eu un secteur indépendant pour les petites installations, ayant le monopole du transport, qui nous a été transmis, et ayant pas non plus le monopole exclusif de la distribution, parce qu'il y avait toujours les entreprises locales de distribution, les régies, etc. Bon, donc il y avait des petits producteurs, mais qui ne pouvaient pas vendre directement sur le marché, donc obligés de vendre à EDF. Ensuite, EDF, donc il y avait les entreprises locales de distribution, la distribution par EDF représentant 85% du marché, et puis il y avait le consommateur final qui donc soit était directement relié aux réseaux de transport, ce qui reste le cas pour environ 500, et puis les consommateurs reliés au réseau via la distribution. Et puis il y avait les échanges avec l'étranger assurés directement par EDF. Donc je ne vais pas vous égrener la totalité des dispositions des directives européennes. Comme je disais tout à l'heure, on en est aujourd'hui à ce qu'on appelle le 3e paquet, il y aura peut-être un 4e paquet. Bon. Chaque fois, il y a eu une couche d'introduction de disparition des monopoles. Le premier monopole qui a disparu, c'était le monopole d'export. Ensuite, ça a été le monopole de production. Puis, on s'est posé la question du transport. Alors, il y avait certains rêveurs qui avaient dit, bah oui, on va mettre en concurrence. Bon, enfin, Dieu merci, ça n'a pas prospéré. Et donc, ça a été reconnu, même d'ailleurs par les économistes les plus libéraux, comme relevant d'un monopole naturel, c'est-à-dire une activité sur laquelle la façon la plus efficace, c'est de le confier à un monopole, mais de réguler le monopole. Et dire, on te fixe tes tarifs, on te fixe tes investissements, etc. Donc c'est la solution qui a été retenue. Et donc la solution actuelle, pardon si vous avez un grand rectangle pour RTE, ça doit être pour satisfaire notre ego. Ça n'a pas bien sûr de signification au-delà de ça. Donc il y a d'un côté la production qui est libéralisée, c'est-à-dire que EDF reste le producteur dominant, mais c'est une activité libre. Vous savez qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont introduits ou des acteurs étrangers qui sont venus en France. Donc ça, c'est ce qui est en orange. Oui, j'espère. Vous voyez bien, non? C'est à peu près.
De toute façon, je vous laisserai les transparents, bien sûr. Bon, ensuite, donc, ces producteurs injectent leur électricité sur le réseau de transport. Nous recevons aussi, via les interconnexions de l'électricité des frontières. Ensuite, bon, il y a ce qui repart à l'étranger, ce qui va au réseau de distribution, et puis ensuite, vous retrouvez les consommateurs directs, qui sont environ 500, les PME, et donc, hormis l'individualisation de l'activité de transport, bon, le schéma physique, il n'est pas différent du schéma antérieur. Et je dirais ça pour des raisons très, très évidentes. Bon, alors là il y a justement les histoires, l'histoire des trois directives. Il y a eu d'abord effectivement, alors c'est résumé en ce qui nous concerne, hein, il y a eu des dispositions différentes, il y a eu notamment la création aussi d'un régulateur, mais ça c'est l'angle de vue RTE. La première directive, elle a dit, bon, l'activité de transport, c'est une facilité essentielle, il faut qu'elle soit au service de tous les acteurs dans des conditions non discriminatoires. Donc la solution qui avait été trouvée, ça a été de dire qu'il faut qu'il y ait une séparation comptable et managériale au sein d'EDF. Donc il y a eu la création, l'individualisation au sein d'EDF d'une direction, enfin, qui existait déjà, mais qui a été en sorte dotée de caractéristiques assez exorbitantes du droit commun, parce que par exemple, le directeur de ce service d'EDF était nommé par le ministre. Bon, ce qui est curieux, enfin, qu'un ministre vienne nommer un directeur, mais c'était la première directive. Puis il y avait l'obligation de constituer des comptes de façon à... Enfin, il y avait déjà une comptabilité analytique au sein d'EDF, mais elle a dû en quelque sorte être certifiée, validée pour garantir qu'on faisait bien payer au titre du transport les coûts, la totalité, mais ni plus ni moins que les coûts. Deuxième directive, elle a dit, bon, ça c'est bien, mais quand même, à l'intérieur d'une entreprise, c'est pas clair, donc il faut doter cette direction de la personnalité morale et juridique, c'est-à-dire en faire une entité juridique différente, et faire en sorte d'ailleurs que cette entreprise, filiale à 100% d'EDF, ait la capacité de gérer son personnel, de gérer ses finances, d'avoir sa propre capacité juridique. Donc, ça s'est appelé RTE, Réseau de transport d'électricité, virgule EDF Transport. Vous verrez pourquoi je dis ça. Donc, qui devait être donc en quelque sorte doté de toutes les capacités lui permettant de fonctionner normalement. Alors ça s'est fait progressivement. En particulier, il n'y a que l'an dernier qu'on a véritablement séparé notre système d'information RH de celui d'EDF, parce que bon, ça prend du temps et puis on voulait le faire proprement. On a dû abandonner des bâtiments qui étaient partagés avec EDF. Alors il en reste encore un ou deux ou trois. On a dû, alors ça la Commission européenne y prête contentation, donner la garantie que nos systèmes d'information étaient séparés et qu'il n'y avait pas de perméabilité entre les deux. Donc ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase a été une phase très rude. Moi, je l'ai connue avec une autre casquette du côté de l'administration, parce qu'il y a eu une pression de la Commission et d'autres États membres pour dire que ce n'est pas suffisant. Bon, une filiale, c'est bien, mais à 100% d'EDF, comprenez, il y a un pouvoir de contrôle. Qu'est-ce qui nous donne la garantie vraiment que cette filiale se comportera de manière indépendante, que quand elle va investir, elle ne va pas investir uniquement en faveur d'EDF. D'où le débat sur ce qu'on a appelé la séparation patrimoniale. Alors le ownership unbundling, pour parler franglais, qui consiste à dire il faut que l'opérateur historique abandonne tout pouvoir de contrôle sur la filiale. Et là, il y a eu un raidissement franco-allemand, pas pour les mêmes raisons, mais il y a eu une convergence politique. Bon, les Allemands disant c'est pas une directive européenne de décider s'il faut comme ça changer l'actionnariat d'une entreprise, donc on ne veut pas. Du côté français, il y avait aussi un peu une résistance à voir Bruxelles légiférer. Puis vous souvenez-vous que c'était le moment où il y avait l'opération GDF-Suez,
Et donc, à ma connaissance, le groupe Suez disait, moi je veux bien fusionner avec GDF, mais je ne veux pas acheter une coquille vide. Donc je veux le transport. Ce qui veut dire que c'est presque plutôt le gaz qui a, si je puis dire, sauvé le modèle intégré. Enfin, toujours est-il, peu importe, que cette convergence franco-allemande a fait que le troisième paquet pour la troisième directive n'a pas imposé le modèle de séparation patrimoniale, mais a reconnu la possibilité d'un modèle qu'on appelle modèle intégré, c'est-à-dire la possibilité que le transport soit assuré par une filiale à 100%, mais assorti d'un ensemble de conditions à remplir pour garantir l'indépendance de l'opérateur. Alors, je cite pêle-mêle, on a maintenant à demeure un déontologue, un compliance officer, là, pour parler encore anglais, nous on a appelé contrôleur général de la conformité, je crois que c'est un peu plus français, qui est chargé de vérifier qu'on se comporte bien, qui peut assister au conseil de surveillance, aux séances du directoire, du comité exécutif, et qui peut rapporter directement au régulateur s'il estime qu'on se comporte mal. Alors, je l'ai dit, on ne lui a pas donné l'occasion de le faire parce qu'on se comporte bien. De même, on a dû montrer patte blanche et passer par une procédure de certification, c'est-à-dire que c'est notre permis de conduire qu'on nous a demandé de passer ou de repasser. On a fourni quelques décimètres de dossiers pour expliquer en quoi on était bien indépendant, qu'on n'avait plus de bâtiments, ou que si on en avait encore, on prenait l'engagement de les céder. Enfin, en particulier, on a un enjeu assez important, on a un centre de données, un data center, commun, enfin non pas commun, dans un bâtiment dans lequel il y a aussi des services EDF. Même si on a deux entrées séparées, même si les ordinateurs sont à nous, même si on nous a dit non, ça ne va pas, c'est le même bâtiment, donc débrouillez-vous, enfin, soit qu'EDF s'en aille, soit que vous allez. Bon, donc on va sans doute s'installer ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire là-dessus? Oui, alors, dans le cas de la procédure de certification, c'est le régulateur français qui nous a donné la certification et qui a aussi rajouté un certain nombre d'exigences. Vous vous souvenez qu'il y a un instant, je vous disais que quand on a été créé, on s'appelait RTE EDF Transport. Le régulateur a dit non, ça ne va pas, c'est ambigu parce qu'il y a le mot EDF, vous ne devez pas vous appeler RTE EDF Transport, vous appelez RTE tout court. Bon. Alors on a rappelé d'ailleurs que c'était quand même un certain, ça date d'il y a 7-8 mois, hein, c'était un certain ministre de l'Industrie de l'époque, qui se prénommait Nicolas, qui avait décidé ça, hein, qui considérait que c'était... Bon, ça n'a pas ému particulièrement la CRE, ni semble-t-il d'ailleurs le dit Nicolas, devenu entre-temps président de la République, à l'époque. Et donc on a changé de nom. On s'appelle maintenant RTE, Réseau de transport d'électricité. Alors c'est anecdotique, hein, je ne pense pas, enfin, les salariés des RTE pourront dire s'ils en souffrent, mais ça veut dire que dans ces dispositions, il y a à la fois, on mélange des choses de fond, c'est-à-dire effectivement avoir une gestion séparée, ça c'est important, hein, les RH et autres, puis des choses un petit peu plus folkloriques, anecdotiques. Hein. Mais ça, vu de Bruxelles, c'est placé souvent sur le même plan. Bon, alors, il y a des choses plus fondamentales qui, de mon point de vue d'ailleurs, sont de véritables garants de notre indépendance. C'est par exemple le fait, et ça n'est pas nécessairement dans la directive, mais c'est l'interprétation de la loi française, que nos investissements ne sont pas décidés par notre actionnaire, au travers de notre conseil de surveillance, mais par le régulateur. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que notre appellation. Bon, est-ce qu'on est isolé? Est-ce que le modèle français est singulier? Alors, je dirais, on a mis des couleurs dans ce tableau, j'espère que c'est à peu près lisible. Bon, ça décrit en fait les trois grands schémas qu'on voit aujourd'hui en Europe. Alors, en jaune, je commence par le nôtre, c'est le modèle dit ITO, ou opérateur intégré, dans lequel il y a un opérateur. Alors, dans tous les cas, c'est une entreprise juridique distincte. Ça, c'est le point commun. Le transport est toujours assuré en Europe par une personne morale juridique distincte du producteur. Ça, c'est respecté par tout le monde. Donc, dans le cas qui est le nôtre,
en fait, c'est l'opérateur historique, l'ancien monopole, qui est l'actionnaire, avec une filiale transport. Mais cette filiale transport dispose des actifs, c'est-à-dire du réseau, et l'exploite. Il y a un autre système, donc il y a le système dit ISO, qui est peu pratiqué, c'est ce qui est en bleu foncé. Alors c'est la Lettonie, l'Irlande et l'Écosse. Alors l'Écosse c'est un peu plus pâle parce que c'est pas tout à fait complet, enfin c'est quand même ça. Alors c'est un système dans lequel l'ancien monopole possède encore les actifs, par exemple les lits, les postes, mais il confie l'exploitation à un opérateur indépendant avec qui d'ailleurs il peut ou ne pas avoir, il peut ne pas avoir de liens patrimoniaux. Et il loue en quelque sorte ses actifs à l'opérateur qui lui paye un loyer et qui exploite le système. Bon, donc c'est peu pratiqué et c'est pas un système très fiable ou très viable parce que finalement on voit bien, enfin, même dans le droit commun, vous savez, quand vous êtes propriétaire bailleur et locataire, il y a des conflits, le propriétaire il a sa vision, toujours un petit peu, moins j'investis, mieux je me porte, et puis l'exploitant, le locataire, lui il a des besoins, il les exprime et il n'a pas les moyens de les satisfaire puisque c'est pas lui qui a la possibilité de réaliser les ouvrages. Alors il reste la solution qui quand même est la solution dominante en Europe, enfin, en termes de nombre, c'est la solution dite de séparation patrimoniale, dans laquelle il y a souvent un opérateur historique, enfin, sauf en Allemagne où pour des raisons là aussi culturelles, il y a quatre opérateurs principaux, et il y a un gestionnaire de réseau de transport indépendant qui en général est propriétaire des actifs et qui exploite le système. Alors il est indépendant avec des degrés variables, dans certains cas il reste un petit reliquat de participation, mais minoritaire, qui ne donne pas un pouvoir de contrôle à l'ancien monopole. C'est le cas par exemple en Italie, où l'Enel a un petit bout de participation dans Terna. C'est le cas aussi dans certains autres réseaux. Et puis le reste, ça arrive dans le public, coté en bourse. C'est le cas de nos collègues belges, de nos collègues anglais, de nos collègues espagnols. Et puis, il y a quand même aussi une exception à noter, c'est les Pays-Bas, dans lequel, en fait, le réseau est devenu, parce qu'il ne l'était pas auparavant, la propriété de l'État. C'est ce qu'on appellerait en français un EPIC. Et c'est assez intéressant, parce que les Pays-Bas sont souvent considérés comme un pays libéral ouvert, mais c'est un pays dans lequel le réseau est propriété de l'État. Ce qui d'ailleurs ne l'a pas empêché de racheter aussi un réseau allemand, l'ancien réseau des... Bon, donc, vous voyez, enfin, même si vous regardez ça un peu loin, la France maintenant reste le seul grand pays, puisque la Suisse n'est d'ailleurs pas membre de l'Union européenne, l'Autriche, la Hongrie, il doit y avoir la Croatie qui n'est pas membre non plus de l'Union européenne, enfin du moins pas encore, la Grèce et la Bulgarie, plus l'Estonie. Donc il y a la France plus un ensemble de petits pays. Donc il y a régulièrement aussi des réflexions de la Commission européenne en disant tout ça c'est une transition et puis il faudrait bien y passer. Nous on dit ça marche, pourquoi est-ce qu'on changerait? Mais ça reste un sujet potentiel de discussion. Alors j'en viens à l'équilibre offre-demande. Donc on va un peu plus parler peut-être de sujets techniques. Bon, vous avez à gauche la consommation d'électricité au cours de la journée. Enfin, vous savez évidemment qu'elle varie. On voit bien, on comprend pourquoi on en consomme. Ça commence à 0 heure. Pourquoi on consomme. Non, oui, si, ça doit être ça. Pourquoi on consomme moins la nuit? Parce qu'évidemment l'activité humaine est réduite. Mais ça, c'est un jour d'hiver. Mais vous voyez quand même que 76 000 mégawatts, ça ne tombe pas à zéro. D'abord, il y a des activités permanentes, il y a le chauffage, il peut y avoir de l'éclairage aussi. Bon. Et puis, effectivement, ensuite, il y a les activités diurnes, avec effectivement des paliers, et à peu près vers 9-10 heures, on atteint un palier qui dure jusqu'à midi.
Il y a la pause méridienne, il y a, je sais que pendant les Français, surtout en hiver, n'ont pas a priori l'habitude de faire la sieste, mais enfin il y a une décroissance de la consommation au cours de l'après-midi, sans doute parce qu'effectivement il y a des activités qui sont plutôt concentrées finalement sur le matin. Alors, deuxième pointe, en hiver à 19h, les gens qui retournent chez eux, on est en hiver, donc à 19h il fait nuit, des besoins d'éclairage, les gens qui font la cuisine, qui prennent une douche, les enfants qui rechargent leur téléphone, les parents qui regardent l'ordinateur, enfin, tout ce que vous voulez. Et en hiver, je dirais, quand quelqu'un à RTE a perdu sa montre, il regarde la courbe de charge, et avec une régularité quasiment de métronome, 19h la pointe. Ensuite, après 19h, ça décroît, parce qu'effectivement, les gens sont chez eux, les magasins ferment, etc. Il reste des restaurants, les gens regardent la télé, plus ou moins, etc. Puis, il y a les petits ressauts. Enfin, ça, c'est les conséquences des options tarifaires, hein, notamment des DF, c'est l'enclenchement des chauffe-eau électriques, des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'on a évidemment, notre réseau doit être capable de transporter l'électricité tout le temps. En d'autres termes, il doit être capable de passer la pointe. C'est une évidence, mais on n'est pas là uniquement pour satisfaire la moyenne, dire la pointe, vous débrouillez ou on délaisse. Donc, il faut. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on suit de manière très attentive. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la pointe progresse plus vite, augmente plus vite que la consommation. Alors, c'est un sujet aussi de réflexion, disant, c'est quand même bizarre. Moi, l'explication qui me convainc le plus, c'est qu'effectivement, même si on ne s'en rend pas compte, on vit dans une société, dans un monde dans lequel les activités sont de plus en plus grégaires, si je puis dire. On a tendance à faire à peu près tous la même chose en même temps. Et puis, la France n'est pas un pays très étendu, donc on n'est pas sur plusieurs fuseaux horaires. Et puis, en plus, les gens regardent la télévision, pas nécessairement la même chaîne. Enfin, il y a des choses, il y a des rendez-vous, 19h, 20h. Donc, vous voyez à droite l'évolution des pointes de consommation. Vous savez qu'en février dernier, alors, il a fait froid. Autre élément, pardon si j'enfonce des portes ouvertes, le système électrique français se caractérise effectivement par une forte thermosensibilité. Ça, c'est conséquence du développement du chauffage électrique. On considère aujourd'hui qu'un degré de moins en hiver, c'est 2300 MW de plus. 2 tranches nucléaires de plus. Et donc, comme il peut arriver couramment que les températures par rapport aux moyennes saisonnières puissent avoir des excursions de l'ordre de 6, 7, 8 degrés. En février, pendant 6 jours, on a eu 8 degrés en deçà des moyennes saisonnières. 8 fois 2300, ça fait à peu près 20 000 MW. La France représente aujourd'hui la moitié de la thermosensibilité de la plaque continentale. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Non, ça veut dire qu'il faut se doter simplement des moyens d'y faire face. Et si nous sommes thermosensibles sur notre consommation d'électricité, certains de nos voisins ils sont thermosensibles sur leur consommation de gaz. Les Allemands ont eu des sueurs froides aussi pendant le moment où il faisait froid parce que Gazprom a commencé à dire que si ça continuait encore quelques jours, ils ne pourraient pas honorer la totalité de leur contrat. Donc il y a toujours... Alors, évidemment, l'idéal, ce serait d'être diversifié, d'avoir du gaz, l'électricité, du charbon, des énergies renouvelables. Cela dit, il y a aussi des spécificités. Donc cette progression, vous voyez qu'elle est quand même importante, puisque en 12 ans, elle a augmenté de 23 000 MW, c'est-à-dire 30% en 10 ans. Alors que la consommation d'électricité n'a dû augmenter que de 10 à 15%. En fait, la progression de la demande de pointe est 2 fois plus rapide que la consommation. Alors, ça, donc c'est un défi, premier défi. Un deuxième défi, je crois que vous avez parlé déjà des énergies renouvelables. Donc la France n'est pas en tête en termes de parc installé, mais on n'est pas non plus... il faut arrêter de se couvrir la tête de cendre sur le thème, on n'en fait pas. On a quand même un parc installé de 6600 MW, ce qui est loin d'être négligeable, et une croissance qui se ralentit un peu. Alors ce sont des effets, des changements de procédures ou autres, puis du fait que les éoliennes ne sont pas non plus accueillies à bras ouverts partout en France, qui est une production qui est en moyenne de l'ordre de 1000 MW par an, qui s'est plutôt ralenti en 2011. Photovoltaïque, ça a plutôt été une explosion ou une croissance exponentielle, si vous préférez,
puisque en 2011, on a installé plus de capacité photovoltaïque que de capacité éolienne. Et on est à 2230. Il faut savoir qu'en Europe, là, il y a aussi des chiffres considérables. En Allemagne, aujourd'hui, il y a plus de 25 000 MW de photovoltaïque installés. Ils ont mis en service l'an dernier plus de 5 000 MW de photovoltaïque. Bon, donc, ces énergies renouvelables, elles sont souvent qualifiées d'énergies diffuses. C'est assez vrai pour le photovoltaïque. C'est moins vrai sur l'éolien, où de plus en plus, c'est quand même des fermes concentrées. Et l'appel d'offres qui a été lancé, vous le savez, l'an dernier, c'est quand même finalement 4 sites de 500 MW. Et une fois arrivé à terre, c'est quand même c'est la même chose qu'un cycle combiné de 500 MW. Donc ça veut dire que contrairement à une idée reçue, et parfois développée de bonne ou de mauvaise foi d'ailleurs par certains écologistes, plus on aura d'énergie renouvelable, plus il faudra de réseau, et non pas l'inverse. Alors, autre conséquence, les énergies renouvelables, pour moi, c'est ni une qualité ni un défaut, c'est une caractéristique, elles sont intermittentes. C'est-à-dire qu'elles produisent quand le paramètre physique, soleil, vent, correspond bien sûr aux critères de production. Donc, et ces critères, ces paramètres n'ont aucune raison de varier de la même manière que les paramètres qui font évoluer la consommation. En clair, il peut y avoir un coup de vent à 3 heures du matin. Alors le soleil, bon, a priori on sait qu'il n'y en a pas la nuit, mais il y en a de jour s'il n'y a pas de nuages, et la pointe de consommation ne coïncide pas nécessairement avec la pointe d'ensoleillement. Alors ça, je ne sais pas si c'est facile à lire, c'est l'éolien en Allemagne et le photovoltaïque plus l'éolien en Allemagne. Ça, la courbe verte, alors vous voyez, bon, vous avez la bosse diurne, hein, c'est la production, alors c'est gradué à gauche, donc ça c'est la production, c'est pas le parc installé, donc vous voyez qu'à certains moments, et ça c'est en septembre, donc on n'est plus quand même plein été, éolien plus solaire, 27 000 MW à midi. Bon. Et vous avez superposé à ce schéma, alors c'est pas gradué de la même façon, c'est gradué à droite, vous avez les flux, les échanges France-Allemagne. Et bon, on voit, grosso modo, c'est pas totalement superposable, qu'effectivement, l'interconnexion des réseaux fait que les Allemands déversent sur le réseau français, comme d'ailleurs sur le réseau polonais et autres, les surplus de production d'énergie renouvelable qu'ils ont. Puisque, par exemple, si vous regardez le premier jour, là, à midi, quand c'est en moins, c'est dans le sens France-Allemagne. Donc, à midi, ils ont exporté 2000 MW vers la France, puis sans doute, ils ont dû exporter aussi 2000 MW vers les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, etc. Bon, alors, quel est le message de ce schéma? C'est de dire qu'effectivement, les interconnexions, alors je reviendrai peut-être sur les interconnexions, parce qu'on pourrait se dire, après tout, finalement, si on n'était pas interconnecté, on serait peut-être plus heureux. Alors, ma conclusion, je le dis tout de suite, c'est non. Les interconnexions peuvent avoir des défauts, mais elles ont d'immenses qualités, j'y reviendrai. Bon. Mais ça veut dire que notre réseau peut être impacté par les réseaux voisins. Dire, bon, ça, c'était peut-être une évidence, mais l'intermittence des moyens de production, notamment de ceux de nos voisins qui ont fortement développé ça, interfère avec le fonctionnement de notre propre réseau. Donc c'est un élément, bien sûr, à... Alors comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça? Alors, bon, il y a un mot magique, donc vous seriez déçus si je ne l'employais pas, c'est smart grid. Bon, les réseaux intelligents, moi j'aime pas trop d'ailleurs parce que les réseaux avant n'étaient pas bébêtes, ils avaient déjà beaucoup d'intelligence. Je préférerais, quitte à parler anglais, parler de smarter grids, c'est-à-dire de réseaux plus intelligents. Oui, on peut toujours être plus intelligent, on peut intégrer une nouvelle technologie. Mais quand à Saint-Denis, dans notre centre de conduite, on rafraîchit 20 000 informations par seconde, je considère qu'on a déjà une certaine intelligence. Et smart grid, c'est simplement utiliser
la masse d'informations auxquelles on peut avoir accès grâce justement au progrès de la technologie, mais à chercher à l'exploiter intelligemment pour optimiser le fonctionnement du réseau. Moi, c'est ça. Bon, ça ne se résume pas. Les compteurs intelligents, c'est bien. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs des compteurs électroniques que des compteurs intelligents en eux-mêmes. Bon, c'est bien, mais c'est qu'un des aspects du système. Alors, oui, c'est vrai, c'est une des solutions. C'est-à-dire être capable de pouvoir ajuster certains des paramètres du réseau, encore qu'un réseau, bon, on doit respecter les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm, on ne peut pas changer. Alors, on peut quand même procéder des aiguillages, on peut, si je puis dire, envoyer les flux à certains endroits plutôt que d'autres, mais il faut savoir effectivement si ça optimise les choses. C'est vrai que les smart grids peuvent nous donner des informations. On a par exemple développé, d'ailleurs avec nos collègues de la distribution, puisqu'il y a une grande partie des installations éoliennes ou photovoltaïques qui sont reliées directement au réseau de distribution, un système qui s'appelle IPES. Alors c'est Information pour la production d'énergie éolienne et solaire, qui est un système qui nous permet de connaître en temps réel la production éolienne et solaire qui débite sur le réseau. Et c'est même d'ailleurs une information grand public, parce que si j'ai... il y a une application qui permet de savoir, ça s'appelle RTE Eco 2Mix, et c'est totalement grand public, voilà, à l'heure qu'il est, il y a 2527 MW d'énergie éolienne qui débitent sur le réseau. Voilà, et 3800, 458 MW de nucléaire, puis etc. etc. Enfin, bon, je vous montrerai tout ça, si vous voulez, tout à l'heure. Bon, alors ça, c'est l'application un peu, enfin, pas ludique, mais grand public, mais évidemment, on a les mêmes données à Saint-Denis et on les exploite aussi bien d'ailleurs de manière prévisionnelle que en temps réel, puisque si on est capable d'anticiper la production éolienne, bon, ça réduit déjà une partie de l'incertitude. Or, effectivement, on a maintenant d'assez bons modèles, parce que il y a la corrélation évidente entre le vent et la production éolienne. Donc, comme on a la production éolienne, si Météo France est capable de nous donner des paramètres sur le vent, on voit bien qu'on peut faire un modèle de simulation. Et aujourd'hui, à 24 heures, on a une bonne prévisibilité de la production éolienne. Pas beaucoup au-delà, parce que Météo France a de son côté du mal à prévoir aussi. C'est le défaut en sorte des données qui en elles-mêmes ne sont pas. Bon, et puis par ailleurs, il faut être capable de contrôler les flux, et puis de toute façon, on ne fera pas l'économie d'un renforcement du réseau à un certain nombre d'endroits, parce qu'il n'y a aucune raison que les gisements d'énergie éolienne ou photovoltaïque coïncident avec l'emplacement des centrales classiques, cycle combiné, nucléaire, ou tout ce que vous voulez. Alors, les enjeux du développement du réseau. J'ai commencé à parler tout à l'heure des investissements. Là, il y a une chronique volontairement longue, puisqu'elle porte sur 40 ans, commence en 72, ça se termine, ça va même en 2012, c'est le milieu là, 2012 c'est là, on a fait une projection jusqu'en 2030. Alors, vous retrouvez une première pointe, alors tout ça c'est mis en euros constants. Et une première pointe qui est celle des années 80, qui est liée au programme nucléaire français, où le réseau, notamment le réseau 400, s'est considérablement développé pour suivre évidemment le raccordement des nouveaux moyens de production. Et en euros d'aujourd'hui, c'était l'équivalent d'à peu près 1800 millions d'euros, enfin 1,8 milliard. Puis ensuite, parce que ce réseau a été construit, qu'il y a eu un ralentissement, en euros constants, ça a diminué jusqu'à tomber en 2004 à peu près à 600 millions d'euros. Et donc il est apparu ensuite qu'il était nécessaire à la fois de ne pas rester sur cette pente-là, parce que on commençait à laisser vieillir le réseau sans le remplacer. Par ailleurs, c'est le moment où effectivement on a considéré qu'il fallait aussi renforcer les interconnexions, et on a commencé à parler aussi du développement des énergies renouvelables. Donc on est aujourd'hui 2012, 2013, à peu près donc
aux alentours d'1,2 milliard, c'est-à-dire un doublement de ce niveau-là. Et évidemment, on ne passe pas comme ça de 600 millions à 1,2 milliard, ça nécessite des moyens humains, ça nécessite des moyens techniques, ça nécessite du financement. Donc, s'agissant du financement, comme je vous le disais tout à l'heure, les tarifs sont fixés par le régulateur et le principe, c'est un principe élémentaire, c'est de dire les tarifs doivent couvrir les coûts. Alors ça paraît élémentaire et évident, mais vous faisiez allusion tout à l'heure, M. Obadia, au fait que j'ai connu à un moment le secteur ferroviaire. Je le connais toujours un petit peu parce qu'on m'a demandé de siéger au conseil de RFF. Et je peux vous dire qu'effectivement, là, l'équation financière, elle est loin d'être aussi simple. Parce qu'en plus, entre ce qu'on fait payer aux contribuables, aux consommateurs, aux contribuables régionaux, aux contribuables nationaux, bon, nous, on a la chance, je touche du bois, je ne sais pas si c'est du vrai, pour que ça dure, que finalement, le système, il est par construction équilibré, c'est-à-dire que les péages reflètent bien la vérité des coûts. Il n'y a pas de subvention. Donc, comment ça se passe? Je veux dire, chaque fois qu'on investit, alors nos investissements sont de durée de vie longue. On a des lignes, si elles sont convenablement entretenues, qui peuvent avoir 50, 60, même 80 ans. Bon. Alors, ensuite, on s'arrête un peu parce que c'est la peinture qui tient la ferraille. Bon, si c'est convenablement entretenu, on a des investissements vraiment de durée de vie longue. Donc, mais ça veut dire que quand on investit 100, comme les règles comptables sont qu'on amortit un investissement de 50 ans, on va amortir que 2. Donc on est payé, on investit 100 et on est payé l'année suivante 2, plus quand même les intérêts, mais on a dû décaisser 100. Donc on a une activité dans laquelle, quand on est en phase d'investissement, on s'endette, on se réendette. Enfin, a priori, c'est de la bonne dette, puisqu'elle est gagée sur des investissements, mais optiquement, donc depuis qu'on a repris nos investissements, on a repris aussi l'accroissement de notre endettement. Quand on a été créé, on nous avait généreusement donné à l'entité morale les actifs et la dette. On avait 8 milliards de dettes. Donc pendant 5 ans, on s'est désendetté, la dette est retombée à 6 milliards, oui 5 milliards 5. Depuis qu'on a repris notre trajectoire d'investissement, on se réendette et on est aujourd'hui à 6 milliards 5. Donc il y a quelquefois de bons esprits qui nous disent oui mais quand même, croyez, c'est bien raisonnable. Moi je leur dis effectivement, si nous empruntions pour couvrir des déficits, ce qu'accessoirement font nos collègues du ferroviaire, ce ne serait pas bien. Mais là on s'endette pour réaliser des investissements mais qui vont durer 50 ans. Et donc on va les rembourser progressivement. Bon. Mais ça, c'est quand même aussi un souci parce que, effectivement, vous savez, c'est toujours très difficile de distinguer le court terme du moyen terme. Bon, ce qui pour moi est un vrai souci, c'est le fait que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, bons sentiments. Depuis plusieurs années, on a considérablement développé, renforcé les procédures de consultation, de concertation, de débat, etc. Mais ça s'est sédimenté. Souvent, une circulaire ou une procédure n'a pas abrogé la précédente. Et on arrive aujourd'hui quand même au résultat qui n'est pas très très glorieux, que à peu près à égalité avec la Suède, la Grèce, un peu derrière l'Allemagne, on est quand même dans le top des pays pour la durée des procédures entre la décision de réaliser un ouvrage et sa mise en service. Et sur les 6 ans et demi qui sont indiqués là, il faut savoir qu'il y a à peu près 1 an et demi de travaux, proprement dit, et 5 ans de procédures, d'information, de concertation. Je ne vais pas dire de palabres, ce ne serait pas gentil, hein, et puis c'est nécessaire. Mais bon. Alors, certes, les Allemands font pire que nous, mais ce n'est pas nécessairement rassurant. Et à quoi ça tient? Mais ça tient à ce que, effectivement, on n'est plus à l'époque de l'électrification rurale où, effectivement, il y avait une perception directe par nos concitoyens que l'arrivée de l'électricité, c'était un plus, parce qu'avant, on avait le pétrole, la lampe à pétrole, on n'avait pas le réfrigérateur, on n'avait pas l'éclairage, etc. Et ce qui veut dire que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, finalement, ils acceptaient
une esthétique peut-être discutable. Vous savez, ces petits postes de transformation assez affreux là, dans les petites communes, là, éventuellement à côté d'un monument historique ou pas historique. Enfin, bon, aujourd'hui, ce serait inacceptable. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y avait une certaine forme de contrepartie, quoi. Mais bon, certes, il y a une esthétique discutable, mais on apporte l'électricité. Et ça existe encore sur les grands projets d'infrastructure du genre, justement, ligne à grande vitesse. Bon, il y a des gens qui sont contre, mais ils sont obligés de reconnaître qu'il y aura une gare à 20 km qui leur permettra à eux ou à leurs enfants, à leurs amis, à leurs parents d'aller à Paris ou ailleurs en 2 heures au lieu de 4 heures, etc. Donc il y a un sentiment, il y a des nuisances, il y a des inconvénients, mais il y a des plus. Or, nous, bon, on a beau expliquer dans notre discours d'ingénieur, bah oui, on maille le réseau, on améliore la sécurité. Bon, il y a des gens qui veulent bien nous entendre, mais les gens disent oui, mais attendez, l'électricité, moi je l'ai, j'abaisse le. C'est vrai, de temps en temps, une tempête, oui, d'accord, mais à ce moment-là, j'admets. Quoi. Donc, ceux qui pourraient défendre des arguments, ça pourrait être les industriels. Alors, il y a certains maires, moi je salue d'ailleurs, j'allais dire presque leur courage, parce que c'est pas toujours très porteur électoralement, qui prennent un certain recul et disent bah oui, c'est bien d'avoir une qualité de courant meilleure, donc c'est nécessaire. Mais même ces gens-là, il leur faut beaucoup de sens de l'intérêt public, parce que parfois nous sommes amenés à renforcer un élément de réseau pour résoudre une congestion ou évacuer de l'énergie qui est produite 100 km plus loin. Donc la solidarité territoriale, elle a quand même souvent ses limites. Mais, enfin, donc ça, c'est le constat. Alors, il y a une partie qui est notre boulot. Bon, il faut sans doute qu'on soit plus explicite, qu'on trouve les bons arguments, qu'on réponde aux anxiétés. Bon, vous savez, il y a dans les grandes peurs que notre société moderne aime bien s'infliger, il y a toute la question des champs électromagnétiques. Donc, effectivement, transporter l'électricité, ça génère des champs électromagnétiques. Alors, on respecte les normes internationales. Mais ça n'empêche pas un certain nombre de gens de dire oui, mais ces normes sont trop laxistes. Il y a par exemple une norme d'exposition qui est 100 microtesla. Un certain nombre de gens disent au-delà de 0,4, il y a un problème. Le seul problème, c'est qu'entre 0,4 et 100, il y a un écart de 250. Quoi. Moi personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de risque. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France qu'on transporte de l'électricité depuis 80 ans. S'il y avait des pathologies totalement avérées, ça se saurait. Alors c'est vrai qu'il y a des études incertaines qui disent certains cas de leucémie, il y a des corrélations. C'est des corrélations faibles, c'est des maladies rares. Et en plus, il n'y a pas la détermination de la causalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous exposez une cellule vivante à des rayonnements ionisants nucléaires, on sait que la molécule d'ADN se casse, que la cellule elle répare, mais de temps en temps elle se trompe et puis ça dérive. On n'a pas le commencement du début de l'explication par quoi l'exposition à un champ électromagnétique de basse fréquence conduirait à altérer le métabolisme d'une cellule vivante. C'est embêtant quand même. Ça n'empêche pas un certain nombre de gens, le principe de précaution ou autre, de dire même si on n'a pas trouvé aujourd'hui, en cherchant, on finira par trouver. Quoi. Ça devient philosophique et ça me dépasse, mais c'est comme ça. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'effectivement, les procédures sont longues parce que les gouvernements successifs ont dit il faut développer l'information, etc. De toute façon, arriver à un consensus est illusoire, mais c'est vrai que si on peut faire partager un certain nombre d'idées, c'est bien. Néanmoins, moi je suis réellement préoccupé par cette dérive, et quand je vois que certains pays comme le Danemark, voire même nos amis italiens, alors c'est pas le même genre de pays, mais enfin les Italiens, a priori, ils sont latins comme nous, du moins c'est ce qu'on dit, et les Danois, c'est un pays qui est considéré comme démocratique, respectueux de l'environnement. Donc si ces pays arrivent à trouver des délais plus courts, il faudrait peut-être qu'on s'interroge, nous aussi, sur la façon de se rapprocher de ces délais. J'ajoute que dans un règlement européen récent, il y a une disposition qui dit les grands projets doivent être réalisés en 3 ans. Et en disant, alors, si vous ne réalisez pas en 3 ans, des menaces, etc. Donc, chiche. Mais moi, c'est un des sujets que je compte proposer au nouveau gouvernement, c'est
essayer de réfléchir tout en respectant, bien sûr, les procédures de concertation. Alors, je pense qu'une des solutions, c'est que je me suis interrogé justement, on a regardé sur le Danemark, et eux, ils ont une procédure un peu que j'appellerais à cliquet. C'est-à-dire quand il y a l'instruction d'un grand projet, c'est première étape, justification économique, deuxième étape, concertation sur les fuseaux, troisième étape, détermination du tracé, quatrième étape, permis de construire. Et au Danemark, la première étape, elle est sanctionnée par une décision administrative en disant oui, bon, cette décision, tout pays démocratique, elle est susceptible de recours. Et s'il n'y a pas eu de recours, si le recours a été purgé, elle est réputée définitivement acquise. C'est-à-dire qu'on ne remettra plus en cause la justification économique. Même chose pour les fuseaux. On détermine les fuseaux, éventuellement ils sont contestés, mais une fois que le fuseau est adopté, ça reste le bon. Et ainsi de suite. Alors qu'en France, et on a l'exemple de la ligne qui s'appelle Boutrecarros, c'était une ligne entre Digne et Nice, pardon, Digne et Nice. Il y a eu 25 ans de discussions sur le tracé, etc. Il restait un dernier recours d'une association environnementale très respectable devant le Conseil d'État qui a obtenu gain de cause et qui a rayé d'un trait de plume 25 ans de discussion. On est reparti à zéro. On a finalement retrouvé une solution qui va coûter plus cher, qui sera moins efficace, mais qu'on arrivera sans doute à réaliser d'ici 2016. Bon, donc pour moi, c'est un vrai défi. Bon, alors l'enjeu européen, on a déjà parlé des interconnexions. Cette carte, simplement pour vous rappeler que il y a la plaque continentale, c'est ce qui est en orange. On pourrait d'ailleurs même rajouter les 3 pays du Maghreb parce qu'ils sont interconnectés et synchrones avec l'Espagne et donc avec le reste du pays. Donc ces zones, ce sont des zones dans lesquelles l'ensemble des moyens de production se comportent comme une seule machine tournante et donc il y a un secours mutuel. C'est-à-dire que s'il y a une centrale qui doit s'arrêter en France et autres, eh bien le relais, il est automatiquement pris par l'ensemble des moyens de production. Ça peut être en Pologne, ça peut être en Roumanie, ça peut être en Italie, etc. Et ça permet évidemment d'avoir une masse beaucoup plus importante. Enfin, c'est électrotechnicien, si vous perdez 1000 MW sur 100, ça vous fait 1%. Si vous perdez 1000 MW sur 10, ce qui pourrait être le cas de la Belgique, s'il était une île, ça fait 10%. Mais si vous perdez 1000 MW sur 800 000, ce qui est le cas de la puissance installée sur la plaque continentale, je ne dis pas que ça passe inaperçu, mais on comprend bien que ça s'amortit plus facilement. Donc, l'intérêt des interconnexions, c'est bien, sur le plan physique, d'assurer le secours mutuel. Et c'est le juge de paix, c'est la fréquence qui est calée sur 50 Hz et qui peut varier de 49,95 à 50,05. Quelquefois, ces temps-ci, il y a des excursions un peu plus importantes, mais c'est bien la traduction de la solidarité des réseaux. Et ça intervient plusieurs fois par jour. Alors, c'est vrai qu'il y a un revers à la médaille, c'est que s'il y a un pépin sérieux chez l'un des partenaires, il peut se propager chez les autres. C'est ce qui s'est passé pour la dernière fois en novembre 2006, où il y a eu en fait une fausse manœuvre ou une mauvaise appréciation des paramètres chez l'un de nos voisins allemands, qui a conduit en fait à la séparation de l'Est du réseau européen de l'Ouest. L'Ouest s'est trouvé déficitaire de plus de 10 000 MW, et ce n'est pas possible à rattraper. Donc, le rattrapage, il s'est fait par des délestages, et par des automates. Quand on voit qu'on ne peut, quand les automates voient qu'on ne peut plus augmenter la production, on coupe pour égaliser. Si on ne peut plus remonter la production, on baisse la consommation pour recoller. Puis ensuite, on remonte. Bon, mais c'est arrivé la dernière fois il y a presque 6 ans. Donc, effectivement, d'un côté, il y a eu un gros pépin il y a 6 ans, et de l'autre côté, plusieurs fois par jour, il y a un secours mutuel qui passe inaperçu du consommateur, et c'est d'ailleurs fait pour ça. Donc, pour moi, la balance, elle est claire. C'est bien. Deuxièmement, il y a un intérêt économique, c'est que si chacun était isolé, vous vous souvenez du cas de la France avec les 102 000 mégawatts là, en février, eh bien, si on veut satisfaire la demande, il faudrait avoir dans chaque pays une capacité
au moins égale, plus des marges, plus des coefficients de disponibilité, égale à la demande de pointe. C'est bien sûr ce que sont obligés de faire nos voisins britanniques, qui sont une île, enfin même s'il y a quelques interconnexions, mais de capacité assez faible, c'est aussi ce que font les Japonais, qui eux sont totalement isolés, puisqu'ils n'ont aucune interconnexion avec les pays voisins. Donc ces pays sont obligés d'avoir une surcapacité pour justement faire face à ça. Bon, en France, on a une surcapacité par rapport aux besoins, mais on a aussi, enfin, on peut l'ajuster. Au moment de la pointe, la fameuse pointe là, des 102 gigawatts, on importait de l'étranger 9 gigawatts, sachant qu'il restait quand même disponible sur le territoire national 3 gigawatts, mais qui étaient des installations anciennes, et les opérateurs, enfin, dont EDF, avaient plutôt intérêt à acheter de l'électricité à l'étranger que de faire démarrer les vieux rossignols éventuellement disponibles. Mais vous voyez bien, 102 gigawatts, dont 9 importés, avec 3 disponibles. Si on n'avait pas il manquait de toute façon 6 gigawatts. Ce qui veut dire que si on avait voulu éviter le délestage, il aurait fallu avoir construit au moins 6 ou 7, peut-être plutôt 10 gigawatts pour avoir une marge de plus. 10 gigawatts qui finalement ne seront en fait mobilisés que quelques heures par an. Donc l'interconnexion, c'est aussi une façon de faire foisonner les moyens de production et d'optimiser, alors dans des limites raisonnables. Chacun ne peut pas compter sur les autres, parce qu'il faut quand même des gens qui aient investi quelque part. Sinon, évidemment, si tout le monde fait le même raisonnement, il y aura un difficile. Le fait est que jusqu'à présent, il y a toujours eu une surcapacité auquel s'ajoutent des profils de consommation d'électricité différenciés selon les pays. En France, fort développement du chauffage électrique, mais qui ne se trouve pas dans d'autres pays. Donc il y a aussi un intérêt économique en termes d'optimisation des investissements et d'interconnexion. Bon, l'Europe, elle n'est pas totalement synchrone, pour des raisons liées à la géographie. Bon, les pays scandinaves, du moins, sauf le Danemark, qui est arrimé bien sûr au continent, l'Allemagne, constitue une zone particulière, la Grande-Bretagne constitue une zone particulière, l'Irlande constitue une zone particulière, et puis les pays baltes, pour des raisons historiques que vous imaginez bien, eux restent aussi arrimés au réseau russe. La Turquie devrait basculer en orange, sans doute d'ici la fin de l'année. Il y a des essais d'ailleurs d'interconnexion. Parce que l'interconnexion signifie aussi respecter les mêmes règles, avoir les mêmes consignes. Donc ce n'est pas uniquement un problème physique, c'est aussi un problème de règles d'exploitation. Bon, qu'est-ce qui peut nous arriver du côté de l'Europe? Bon, je vous parlais des règlements de la Commission européenne. Bon, l'Europe, elle insiste fortement sur le développement des interconnexions. Alors, on peut se dire, oui, est-ce que c'est uniquement pour des raisons commerciales? À une certaine époque, oui. Parce que pour Bruxelles, qui disait plus de réseaux, plus d'échanges, donc égalisation des prix. Bon, Bruxelles a aussi compris qu'il y avait un intérêt en termes de sécurité d'approvisionnement maintenant. Et donc, quand vous lisez les textes, c'est, de mon point de vue d'ailleurs, tout à fait judicieux. Il y a une analyse plus équilibrée. Alors, l'Europe a commis récemment un projet de règlement dans lequel il constate un peu, c'était le tableau que je vous présentais tout à l'heure, que les délais s'accroissent. Et que les interconnexions se développent pas au rythme souhaité. Alors, ils identifient trois thèmes. Problème de financement. Bon, mon point de vue, ce n'est pas le bon sujet, du moins pour la France. Deuxièmement, les procédures, ça c'est exact. Et troisièmement, et ça il le traite peu parce que c'est sans doute difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les difficultés d'acceptation par nos concitoyens des ouvrages. Bon, alors ils ont fait des chiffrages qui ont été plus ou moins corroborés d'ailleurs par l'association ENSO, c'est un groupement des réseaux qui dit effectivement qu'il faudra accroître les investissements de manière très significative, que ce soit pour le raccordement des énergies renouvelables, le développement des interconnexions et le renouvellement des ouvrages. Bon, alors, qu'est-ce que nous faisons dans l'Europe? D'abord, on cherche à être actif dans l'association ENSO, en partant, parce que cette association est l'héritière d'une autre association qui s'appelait l'UCTE, qui a joué un grand rôle dans l'unification justement technique, des normes techniques. Je vous disais tout à l'heure, peut-être de manière un peu rapide, bon, en France et en Europe plutôt, on a la chance d'avoir le même niveau de haute tension.
on échange à 400 000 volts ou à 225 000 volts. Aux États-Unis, qui est cependant un pays fédéral, ils ont 3 zones synchrones et ils ont 5 niveaux de très haute tension. Alors on me dirait, il suffit de mettre des bons transfos au bon endroit, mais enfin c'est quand même coûteux, c'est pas très efficace. Donc l'Europe n'a pas à rougir de ce qu'elle a pu faire, les électriciens européens, sans doute parce qu'on avait un modèle d'ailleurs relativement unifié dans lequel il y avait un petit nombre d'opérateurs, on n'avait pas l'obsession des Américains, des lois antitrust en disant qu'il faut absolument les diviser. Donc ENSO est l'héritier de tout ça et a un rôle reconnu par les directives européennes pour proposer ce qu'on appelle des codes de réseau. C'est les règles techniques, les règles disant si on raccorde deux réseaux, il faut respecter telle et telle règle. C'est aussi une façon de définir les règles d'échange, aux interconnexions, comment est-ce qu'on gère les congestions, la sécurité. Deuxièmement, et ça c'est aussi un grand succès, on ne pousse pas trop de cocorico, mais je pense qu'on pourrait le faire, on peut le faire tout le monde entre nous. Bon, en France, on a toujours gardé un intérêt marqué pour la planification. Bon, c'est l'époque où effectivement, le test, etc. Et donc, c'est particulièrement adapté au développement du système électrique dans lequel il y a des délais importants. On est obligé, si on veut pas faire d'erreur, de regarder, d'estimer ce qui va se passer dans 10 ans. Et compte tenu des délais que je vous indiquais, c'est de plus en plus vrai. Il faut anticiper sur ces moments. Et donc, nous, on a toujours gardé cette habitude un peu colbertiste de faire les travaux de prévision. Bon. Nos voisins européens, eux, pour certains, c'était quasiment idéologique en disant les lois du marché, tout ça, si jamais il y a un déficit, les prix vont monter, donc les gens vont investir. Ça, simplement, la main invisible d'Adam Smith, elle a de temps en temps besoin d'une canne blanche. Donc, il faut un peu baliser le terrain. Et là, il se trouve effectivement que quand vous lisez les dernières directives, il dit oui, ce serait bien, il faudrait faire un plan décennal. Donc c'est même conceptuellement un très grand progrès. Et même les Anglais, même les Allemands, qui croient sans doute beaucoup plus que nous aux vertus du marché, ils sont rentrés dans le jeu. Et donc ENSO a publié, la consultation est en cours, c'est sur le site internet d'ENSO, un plan décennal européen, en disant voilà les endroits, alors c'est pas les tracés, c'est dire voilà les endroits où il faut renforcer le réseau. Et ça me paraît être un grand progrès, et d'une certaine manière, c'est quand même plutôt la victoire des idées françaises traditionnelles par rapport justement comme quoi il n'y a pas nécessairement d'irréversibilité à considérer que ce sera les lois du marché qui guideront, qui trouveront nécessairement la bonne solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner partout, mais ça veut dire du moins que dans ce domaine-là, il faut une dose aussi d'analyse prévisionnelle. Bon, j'évoquais tout à l'heure, c'était peut-être un aparté, le fait qu'aujourd'hui l'organisation des réseaux, elle suit l'organisation politique. En France, il y a un réseau RTE, même si le statut juridique n'est pas le même. En Italie, il y a Terna, en Espagne, il y a Red Electrica, et le périmètre de compétence de ces réseaux coïncide avec les frontières politiques. Ce qui veut dire qu'au Luxembourg, il y a aussi un réseau, il y a un MEM2. Et donc on voit bien que s'il devait y avoir un optimum, il n'y a pas de raison qu'il coïncide avec les frontières politiques, surtout compte tenu des différences. Donc le fait qu'un jour ou l'autre, il faudra considérer que les frontières de compétence des réseaux ne coïncident pas nécessairement avec les réseaux politiques, ça arrivera, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, il y a sans doute aussi pas mal d'obstacles, y compris culturels, à régler, mais donc il faut qu'on puisse travailler aussi avec les opérateurs voisins, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement avoir des participations, mais au moins coopérer. Et on a pris des initiatives avec certains de nos voisins, on a fait un organisme qui s'appelle Coréseau. Alors Coréseau, c'est un site qui doit vouloir dire coordination des réseaux, des systèmes opérationnels, des choses comme ça. Enfin, ça doit se lire à la fois en français et en anglais. Je devrais le savoir puisque je suis le président de cette entité, mais je ne sais plus. Donc on a créé avec Elia, les Belges, National Grid, les Anglais, et on a été rejoint par Terna, les Italiens, et 50 Hertz, qui est l'un des réseaux allemands. Le réseau des
des lenders de l'Est. Et quel est le rôle de Coreso? C'est d'être un centre, une vigie, d'analyser, comme on le fait nous à Saint-Denis, les paramètres du réseau et de pouvoir détecter des situations qui pourraient dériver sur des risques. Mais Coreso ne dispose pas des leviers, du bouton poussoir, etc. C'est-à-dire que Coreso analyse les situations. S'il voit qu'il y a une situation dangereuse, bon, il contacte les différents réseaux nationaux en disant « moi j'ai vu telle chose, est-ce que vous êtes d'accord ?» etc. Et il y a un dialogue qui s'instaure et ensuite ce sont les réseaux nationaux qui prennent ou non les décisions. Et Coreso, qui existe depuis 3 ans, bon, a quand même plutôt un beau tableau de chasse. On considère qu'il est intervenu 2 ou 3 fois suffisamment à temps pour éviter une situation qui aurait pu, pas nécessairement avec 100% de risque, mais qui aurait pu quand même dériver. Deuxièmement, dès lors qu'on est capable de gérer ensemble les réseaux contigus, on peut faire ce qu'on appelle des couplages de marché. Le couplage de marché, ça revient, je vous expliquais que les enchères, on les gérait, enfin les interconnexions, on les gérait par des enchères. S'il y a des enchères, c'est qu'il y a de la congestion. Si la demande, enfin, s'il n'y a pas de congestion, il n'y a pas de raison de payer une enchère. Une enchère, c'est en sorte de réserver un droit. Donc, si on couple les marchés, on peut faire des économies sur les enchères. Et aujourd'hui, c'est presque totalement opérationnel entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Ce qui veut dire qu'on arrive à une égalisation des prix du marché, ça ne veut pas dire nécessairement une égalisation jusqu'au tarif, mais une égalisation des échanges entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Et ça, je pense que pour le consommateur, c'est plutôt un progrès, parce que justement, c'est une résorption des congestions, et les congestions, c'est finalement des surcoûts. Bon, alors, j'ai déjà parlé de l'éolien dans le cas français. Il y a l'éolien offshore européen, avec effectivement des projets très très importants, notamment en mer du Nord. Il y a sur le papier des projets de 80 gigawatts, 80 000 mégawatts de projets d'éoliennes. Alors, je ne sais pas si ça verra le jour et nécessairement à quelle vitesse. Cela dit, bon, c'est malgré tout possible, sans doute dans un horizon de 20 ou 30 ans. Et donc ça peut être l'occasion, plutôt que de faire des raccordements directs terrestres, de faire aussi un vrai réseau, un véritable réseau sous-marin dans la mer du Nord qui pourrait à la fois servir d'évacuation de cette énergie quand le vent souffle dans les bonnes conditions, et puis sinon servirait d'interconnexion entre le système électrique scandinave, britannique et européen. Donc il y a des enjeux importants. Alors ça fait rêver aussi certains fabricants de matériel qui y voient bien sûr des perspectives. Bon, donc je pense qu'il faut éviter les positions extrêmes. Il faut éviter un enthousiasme forcené. Il ne faut pas non plus considérer que tout ça c'est sur le papier. Et ça. Donc je pense que nous souhaitons, bien qu'on ne soit pas riverain directement de la mer du Nord, enfin un tout petit bout, on a souhaité avoir un strapontin dans toutes les structures qui réfléchissent sur ce sujet. Il y a une autre structure, là on la voit un tout petit peu, enfin non, on la voit pas, c'est le projet d'interconnexion entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud, qui s'appelle Medgrid, qui rassemble aussi les opérateurs français, allemands, italiens, portugais, espagnols, plus marocains, tunisiens, alors il y a même d'ailleurs les Égyptiens aussi, et puis des opérateurs industriels, et qui doit d'ici, à l'origine c'est 3 ans, maintenant ça a déjà un an d'existence, d'ici 2 ans, produire un certain nombre de schémas sur les interconnexions qui pourraient se faire entre le Nord et le Sud. C'est un projet différent du projet dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Desertec, lancé par les Allemands, qui lui est plutôt un projet de production, qui consiste à dire, comme il y a beaucoup de soleil en Afrique du Nord, on va construire de grandes centrales solaires ou thermosolaires, plus de l'éolien, et puis en gros on va investir dans ces pays-là, et puis on va se payer en rapatriant les kilowattheures. Bon, enfin, il est vrai que les Allemands n'ont pas beaucoup d'expérience coloniale, mais je pense que... non, je dis ça parce que les Algériens qui sont contre ça parlent de colonialisme énergétique. Et je pense que c'est effectivement une erreur.
Enfin, il faut se souvenir du canal de Suez, des choses comme ça. Bon, c'est pas une idiotie d'aller construire des centrales solaires en Afrique du Nord, mais bon, si on les fait, ça doit d'abord satisfaire les besoins de l'Afrique du Nord, qui progresse à 10% par an. Et dire on va investir chez vous, puis vous allez nous payer pendant 30 ans par les kilowattheures, ça marchera peut-être un an ou deux, mais bon, il risque d'y avoir un réflexe nationaliste, etc. Bon, Medgrid, c'est autre chose. Medgrid, c'est de dire c'est opportun de renforcer les interconnexions entre le nord et le sud. Et rappelez-vous qu'une interconnexion, ça peut fonctionner dans les deux sens. Quand on a pensé à réaliser France-Angleterre, il y a presque 30 ans, à l'époque, le raisonnement, c'était de dire, bon, les Anglais, ils n'ont pas les mêmes habitudes que les Français, ils prennent leur thé quand les Français prennent une bière, il y a une heure de décalage, bon, ils regardent les matchs de rugby, les Français, c'est le football, etc. Donc tout ça, ça va être harmonieux, les points ne coïncident pas, etc. Bon. Moralité, une fois qu'on a réalisé le câble, il a servi à exporter massivement des kilowattheures nucléaires français moins chers que les kilowattheures charbon anglais, pendant 20 ans. Et puis, depuis 5 ou 10 ans, on commence à avoir des flux alternés. Bon, la pointe en France devient un problème que j'évoquais tout à l'heure, donc on importe de la Grande-Bretagne à la pointe, puis on exporte la nuit. Donc, on est parti d'un schéma, le schéma théorique initial qui ne s'est jamais réalisé. Ensuite, on a eu un premier schéma d'exportation France-Angleterre. Là, on a un schéma alternatif, c'est-à-dire on échange quand chacun y a intérêt. Peut-être que dans 5 ans, si les Anglais développent toutes ces éoliennes, bah, ils vont déverser des kilowattheures éoliens. Donc, pour moi, Medgrid, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a une idée en se disant ça permettra d'aspirer des kilowattheures solaires, éoliens du nord de l'Afrique. Ça se trouve, ce ne sera pas du tout ça, ce sera des exportations de kilowattheures nucléaires ou cycles combinés gaz excédentaires en Europe, puis peut-être que dans 10 ans, ce sera l'inverse. Donc, pour moi, Medgrid, c'est un projet qui a plus de sens, je le répète, que Desertec. Et je ne le dis pas parce que c'est mon prédécesseur qui est président de Medgrid. Alors, conclusion, oui, j'ai fait une conclusion. Oui, je dois enfoncer pas mal de portes ouvertes en disant tout ça. Bon, on doit s'adapter. Oui, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on rencontrait il y a 10 ans, ils ne seront peut-être pas ceux qu'on rencontrera dans 20 ans. Notre rôle, c'est non pas de faire la politique énergétique, mais c'est d'être au service de la politique énergétique. De toute façon, moi, ma conviction, et je ne prêche pas pour notre paroisse, c'est qu'on aura besoin de réseaux, y compris d'ailleurs peut-être face à certaines idées qui traînent encore en France. Les écologistes allemands sont beaucoup plus matures. Ils assument parfaitement le choix de l'arrêt du nucléaire et ils admettent qu'il faudra plus de réseaux. Alors ils ne veulent pas des réseaux n'importe où, ils afficheront la préférence. Bon, en France, il y a une sorte d'écolo-romantisme qui consiste à dire les énergies nouvelles, c'est des énergies diffuses, donc au contraire, on n'aura plus besoin de réseau parce que c'est une sorte de schéma sympathique, on produit, on consomme sur place, etc. Mais évidemment, ce n'est pas réaliste. Donc j'espère que la maturité arrivera aussi de ce côté-là. Les interconnexions, j'ai fait un plaidoyer, je ne sais pas si vous a convaincu que c'était utile, opportun et nécessaire. Et le marché européen, on peut avoir des opinions un peu différentes. Déjà aujourd'hui, les électrons ne connaissent pas les frontières. Donc, moi, je pense que, je suis convaincu que c'est, en tout cas, je ne sais pas si on fera aussi l'Europe politique, si l'Europe, la zone euro survivra, éclatera, etc. En tout cas, je pense que l'Europe de l'électricité, je pense que ça vaut le coup de la défendre, et même de l'étendre. Et la morale de tout ça, c'est que il faudra continuer à investir de manière assez importante, qu'on reste une activité d'infrastructure. Bon, il y a une petite comparaison avec les réseaux de télécom, parce que les réseaux, ils sont un peu en partie virtuels. En revanche, en ce qui nous concerne, c'est quand même du tangible. Et c'est des investissements à durée de vie longue. Donc, et puis, dernière chose, on peut avoir l'idée un peu reçue que finalement on est une technologie classique. C'est pas vrai. Il y a des innovations. Peut-être qu'un jour on pourra utiliser la supraconductivité pour transporter l'électricité dans des conditions plus faciles, et ce qui d'ailleurs
facilitera sans doute la mise en souterrain. Bon, il faut peut-être attendre quelques décennies, mais ça peut arriver. Et par ailleurs, même si nos pylônes ressemblent quand même d'assez près à ceux qui étaient construits il y a 1 ou 2 générations, les technologies qu'on utilise, elles ont évolué. Le contrôle-commande, les technologies de l'information, on est de gros consommateurs, et là aussi on connaît la loi de Moore, dès qu'on a une génération, il faut qu'on pense à la génération suivante, enfin la génération technologique, j'entends, sur ce sujet. Voilà.